Bonjour, bonjour et bienvenue parmi nous. Bienvenue à celles et ceux qui sont familiers avec la formule des panels que propose UPA Développement International depuis quelques années. Bienvenue aux gens qui se greffent à la formule. On est heureux de vous accueillir parmi nous. 5 jours après le jour de la Terre, placé cette année sous le thème Redessiner l'avenir, nous nous demandons, d'ici la prochaine heure et demie, comment l'agriculture peut contribuer à atténuer les effets des bouleversements climatiques que nous observons un petit peu partout sur la planète. Je suis Hélène Raymond, membre du conseil d'administration du PA Développement International. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Je prends 2 articles qui font la manchette dans les journaux en ce moment, dans les journaux européens et québécois, entre autres le journal français Libération qui titre ce matin La corne de l'Afrique asséchée par le réchauffement climatique, et on retrouve la même information dans Le Soleil, qui est le quotidien de la ville de Québec où j'habite. Donc, on écrit ceci: la corne de l'Afrique est la conjonction inédite d'un manque de pluie et de fortes températures qui n'auraient pas pu se produire sans les émissions humaines de gaz à effet de serre. C'est ce que conclut une étude scientifique publiée ce jeudi. Autre exemple que j'utilise parce qu'il fait la manchette au Québec depuis quelques jours, c'est la situation espagnole, qui est vraiment tout près de l'Afrique, et on dit de l'Espagne, en particulier du sud de l'Espagne, qui est en voie de désertification. On manque d'eau, on enregistre des chaleurs records en ce moment, et on manque d'eau après une saison où on a manqué d'eau, donc la situation de la pénurie d'eau s'aggrave. On va parler de tout ça, mais on va surtout parler au cours de ce panel de façon d'envisager autrement l'agriculture pour qu'elle contribue à la solution. En tout cas, ce sera la contribution de quelques-unes de nos invités. Généralement, on fonctionne avec des entretiens et, si vous avez l'habitude d'être avec nous, une période de questions conjointes pour tout le monde à la fin. Aujourd'hui, on va changer un petit peu les choses. Donc, Alain Bourque, le premier invité, je vous en dis un petit peu plus sur lui tout à l'heure. Alain Bourque va nous présenter, nous tracer un portrait de situation, insister sur l'agriculture, mais sur les grands bouleversements qui sont en train de se produire. Et vous pourrez lui poser vos questions tout de suite après. Et ce sera la même chose pour les autres invités. Donc, pensez bien à avoir vos questions en tête tout le temps pour les acheminer à Marie-Julie Ménard, qui pourra les présenter aux conférenciers à la suite de leur présentation. Pour l'instant, je vous invite à accueillir Hugo Beauregard-Langelier, secrétaire général du PA Développement International. Oui, bonjour, merci Hélène. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau panel de notre série 2023. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue et remercier les 3 panélistes et toi-même, Hélène, pour votre présence aujourd'hui. Donc, au-delà du discours scientifique ou parfois non scientifique que nous entendons sur la place publique, une des choses que je constate, c'est une montée du discours de l'impuissance et de la fatalité face au changement climatique. Ce discours, il tend vers l'abdication notamment. Loin d'être des climato-sceptiques, plusieurs de ces personnes qui partagent ce sentiment font souvent le constat qu'il est soit trop tard ou soit impossible de changer la trajectoire actuelle. D'un point de vue personnel, je vous dirais qu'il est parfois difficile de contre-argumenter. Peut-être que je ne suis pas tout seul dans cette situation-là. Parce que cette position fait remonter des émotions d'impuissance, de comportements individuels contradictoires avec lesquels nous devons vivre et de désabusement des pouvoirs publics face à leur inaction. En cette semaine du jour de la Terre, il m'apparaît important de se rappeler que l'alternative à cette impuissance demeure l'action et l'espoir. Ces termes peuvent paraître parfois clichés, mais il n'en demeure pas moins toujours pertinents dans la lutte globale au changement climatique. Il est vrai que l'action individuelle a ses limites, et c'est la raison pourquoi une organisation telle que UPA Développement International, qui prône des valeurs de solidarité et d'action collective, selon moi, a le devoir de prendre le parti de l'action et de l'espoir dans la lutte à ces changements climatiques. Comme au centre de notre mission au niveau du PADI se trouve l'agriculture familiale, il apparaît impératif pour moi d'agir pour que les jeunes de la relève qui perpétueront ce modèle d'agriculture puissent le faire dans des conditions agro-environnementales propices à leur propre épanouissement. Enfin, pour mettre la table à notre panel, je dirais que dans un contexte de plus en plus mondialisé, avec, on le voit, une course au bas prix des aliments qui ne fait que s'accentuer malgré l'inflation, l'agriculture est souvent perçue uniquement comme une des causes des changements climatiques.
Toutefois, il est temps de faire valoir qu'elle décèle en elle un immense potentiel de solutions qui peuvent, entre autres, contribuer à atténuer ces changements climatiques plutôt qu'à y contribuer. Donc, sans plus tarder, je laisse toute la parole à notre panel qui, eux, sont quotidiennement dans l'action et l'effort de la lutte au changement climatique. Donc, merci encore de votre participation et je te retourne la parole, Hélène. Merci beaucoup, Hugo. Donc, on va retenir ça, hein. Action, espoir, refuser l'abdication. Hugo nous dit qu'il observe cette montée de l'abdication. Je pense que c'est assez généralisé. On voudrait aussi faire ressortir la force de notre détermination collective dans les propos que nous aurons ensemble au cours des prochaines minutes. Le bouleversement climatique vous touche probablement de plein fouet. Nous avons une question pour vous. Elle va apparaître à l'écran. Alors, merci de prendre un moment pour nous écrire. Pouvez-vous, par un exemple concret, en très peu de mots, nous dire ce que représente le changement climatique au quotidien dans votre environnement et vous inscrivez cette réponse dans la zone de clavardage. Dans la zone de questions-réponses, vous inscrivez les questions que vous aurez à l'intention de nos participants et je vais inviter tout de suite le premier panéliste. Il s'appelle Alain Bourque, il est directeur général d'Uranos, un pôle d'innovation qui permet à la société québécoise de mieux s'adapter à l'évolution du climat. Alain Bourque fait partie de notre paysage médiatique, scientifique depuis quelques années. Je pense que vous êtes chez Uranos depuis 2013, si j'ai bien lu. C'est ça? Directeur général depuis 2013, mais je suis en poste à Uranos depuis ses débuts en 2001. En 2001, oui. 2013 à la direction d'Uranos. Il y aura aussi Sarah Delisle, coordonnatrice du projet Changement climatique pour Agri-Climat. On va vous en dire un petit peu plus long là-dessus tout à l'heure. Et on va joindre au Burkina Faso Safietou Sanfo, économiste agricole et coordonnatrice régionale chez Wascal. Ça, je vous explique tout ce que c'est tout à l'heure. Mais pour l'instant, Alain Bourque, on vous cède la parole pour votre présentation. Bonjour, merci Hélène, merci Hugo, merci pour l'opportunité. Je vais tout de suite débuter en partageant mon écran. Alors, il faudra juste me dire si tout fonctionne bien. Alors, je la mets en mode présentation. Est-ce que vous voyez bien le titre de ma présentation? C'est parfait pour nous. Parfait. Alors, donc, présentation d'introduction sur les changements climatiques et l'agriculture mondiale, parler des enjeux, c'est très bien dit aussi de parler des solutions. Et d'ailleurs, je vais beaucoup me baser sur certaines figures du dernier rapport du GIEC qui a été publié, le rapport synthèse de la 6e ronde d'évaluation de la science. Et ce qui me frappe toujours lorsqu'on parle des rapports du GIEC, notamment au niveau des médias, c'est qu'il y a une obsession de parler des problèmes, des enjeux, des risques, etc. Alors que, ironiquement, dans les rapports du GIEC, il y a beaucoup de matériel sur les solutions qui sont malheureusement très peu communiqués, notamment dans le monde médiatique. Puis, je pense que ça contribue à avoir cet effet un peu dépressif et cette impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais la science dit l'opposé. La science dit qu'il y a plein de moyens pour contrôler l'ampleur des changements climatiques et de réduire les impacts. Et donc, je vais faire un survol dans le cadre de ma présentation. Très rapidement, encore, comme je vous disais, je vais reprendre surtout certains tableaux du GIEC que certains d'entre vous connaissez probablement déjà. Mais donc, on sait bien que les émissions de gaz à effet de serre ont contribué à une augmentation de concentration de ces gaz à effet de serre. Et effectivement, les usages des territoires, l'agriculture, etc., ont contribué à cette augmentation des gaz à effet de serre. Et si j'illustre le CO2, j'aurais naturellement très bien pu montrer le méthane, peut-être un petit peu plus pertinent pour le monde agricole. Et associé avec ces augmentations de gaz à effet de serre, il y a l'humanité qui a donc, on a donc confirmé, notamment grâce à des simulateurs climatiques, que l'ampleur des changements climatiques que les changements climatiques sont provoqués par ces hausses d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on utilisait les mêmes simulateurs et qu'on impose une stabilité dans les gaz à effet de serre qui aurait pu se produire si on avait respecté le protocole de Rio, par exemple, etc., on constate que le climat serait demeuré stationnaire. Et donc, malheureusement, on est présentement aux prises avec un réchauffement des températures planétaires de l'ordre de 1,1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Ça ne sonne pas tellement important, 1,1 degré Celsius, mais on voit bien, lorsqu'on compare avec l'historique, que c'est un climat complètement différent, des quantités d'énergie phénoménales provoquées par cet effet de serre amplifié. Et en fait, on estime que ça fait à peu près
au moins 100 000 ans que le climat n'a pas été aussi chaud, notamment autour de la dernière décennie. Alors, naturellement, ces informations-là sont utilisées dans les mêmes simulateurs climatiques qui sont capables de, en gros, reproduire les climats planétaires historiques. Et donc, on peut anticiper ce qui va se produire pour le climat du futur. Et on utilise des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre que l'on appelle Shared Socio-Economic Pathways, qui peuvent soit être pessimistes, c'est-à-dire on continue avec la combustion des combustibles fossiles, on continue avec de l'agriculture qui joue davantage un rôle à émettre des gaz à effet de serre qu'à capturer des gaz à effet de serre. Et donc, ça, ce sont des scénarios pessimistes qui nous amènent à un changement de température mondiale de l'ordre de 4 à 5 degrés Celsius. Et donc, ça explique pourquoi que les 195 pays, la Convention cadre des Nations unies, se sont entendus pour signer l'accord de Paris, donc qui vise à contrôler l'ampleur du changement climatique en deçà de 2 degrés Celsius, donc 2 scénarios qu'on appelle peut-être davantage les scénarios optimistes. Sachez que présentement, les engagements des différents pays dans la Convention cadre des Nations unies nous amènent à peu près à un scénario mitoyen. Donc, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est-à-dire que les scénarios les plus pessimistes semblent de plus en plus s'écarter. Il y a d'ailleurs une vingtaine de pays à peu près qui ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre au cours des dernières années. Donc, ça, c'est de bon augure pour éviter les scénarios de changement climatique trop importants. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a un défi très substantiel pour tenter de limiter l'ampleur des changements climatiques à 2 degrés Celsius. Alors, juste pour vous donner une idée de la grande variabilité des changements climatiques appréhendés, la prochaine animation va vous montrer une animation anticipée des températures en prenant un scénario pessimiste ici. Donc, vous allez voir les températures là, selon un simulateur qui évolue dans le temps pour montrer que les régions continentales sont plus affectées par le changement climatique. Les régions nordiques, en façon absolue, sont plus affectées. Naturellement, les régions équatoriales semblent être, en fait, sont quand même passablement affectées, mais peuvent l'être moins que certaines régions. Mais il faut bien comprendre qu'il fait déjà très chaud dans certaines de ces régions. Donc, il suffit de 2 ou 3 ou 4 degrés Celsius de plus pour avoir des conséquences importantes. Alors, donc, la trajectoire climatique que l'on a empruntée jusqu'à l'horizon 2020 est illustrée par ce code de couleur. Et là, la bonne nouvelle, c'est que l'évolution du climat va être essentiellement dictée par ce que l'humanité aura décidé d'émettre comme gaz à effet de serre dans l'avenir. Et donc, nous avons le contrôle de la situation. Naturellement, les gestes à poser sont quand même assez complexes, mais au moins, c'est rassurant de savoir qu'on a le contrôle de ce qui va arriver pour l'évolution du climat pour la suite des choses. Alors, naturellement, si on émet peu d'émissions de gaz à effet de serre ou si on atteint la carboneutralité le plus rapidement possible, le climat pourra se stabiliser à des températures d'en dessous de 2 degrés Celsius. Par contre, si malheureusement on ne réussit pas à atteindre la carboneutralité, le climat va continuer à changer, les risques vont s'amplifier très sérieusement et d'ailleurs vont se perdurer au-delà de 2100, ce qui naturellement pose des risques croissants. On peut catégoriser les impacts d'une multitude de façons. La façon la plus simple que j'aime les illustrer, et qui est assez parlante, notamment pour le secteur agricole, je pense, c'est de parler de l'impact des changements climatiques sur la modification et l'intensification des événements météorologiques extrêmes, donc des épisodes de chaleur. Hélène en a parlé, donné quelques exemples. Les sécheresses saisonnières, les sécheresses agricoles, écologiques, la hausse des précipitations extrêmes à d'autres périodes de l'année, l'intensification des cyclones tropicaux les plus intenses à cause des températures océaniques plus chaudes, les feux de forêt, les feux de brousse, les vagues de chaleur marine qui affectent les écosystèmes marins. Et la deuxième catégorie, qui sont des changements beaucoup plus subtils, mais beaucoup plus majeur sur l'ensemble de nos écosystèmes et sur le long terme, c'est le changement graduel, la transformation des systèmes écologiques, des ressources en eau. Donc, notamment, le cycle de l'eau est en train d'être bouleversé, autant à l'échelle des événements météorologiques
au cours d'une même journée avec des orages, des événements de précipitation, que les saisons de pluie, donc la pluviosité ou les saisons plus humides versus les saisons sèches changent de trajectoire, changent de localisation. Et ça se fait beaucoup plus sur le long terme, sur les échelles de décennies, etc., mais deviennent souvent permanents. Naturellement, tout ça contribue à la dégradation des écosystèmes qui doivent se stabiliser avec un nouveau cycle de l'eau, la hausse des niveaux de la mer, la potentielle atteinte de points de non-retour, de points de bascule qui créent des effets de rétroaction du climat qui amplifient l'ampleur des changements climatiques. Donc, ça, ce sont aussi des changements écologiques, biologiques qui sont majeurs, qui se font sur le long terme. Et donc, les impacts et les risques sont déjà croissants sur l'agriculture partout dans le monde et le seront davantage avec une ampleur qui sera modulée en fonction de notre succès à atteindre la carboneutralité. Donc ici, on a les différentes formes d'agriculture ou de la pêcherie, etc. Ça, c'est une figure, le cadre qui est utilisé dans le rapport du GIEC. On comprend qu'il y a plusieurs facteurs climatiques qui influencent la productivité de ces secteurs agricoles-là. Et il y a toute une panoplie d'impacts des changements climatiques que je ne peux absolument pas vous présenter en détail en moins de 15 minutes. Et on comprend que tous ces impacts-là provoquent des risques, parfois même des opportunités pour certaines régions du monde et surtout des opportunités si on s'adapte aux différentes conditions qui se présentent devant nous. Donc, le reste de ma présentation, je vais faire un survol rapide sur justement ces pistes de solutions qui se regroupent en deux grandes catégories, celle de l'adaptation, la résilience, la réduction des risques, qui est très bien résumée dans le rapport numéro 2 du groupe de travail numéro 2 du GIEC, et les solutions autour des réductions, donc très rapidement donner un petit peu plus d'informations sur ces deux catégories de solutions. Premièrement, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même l'agriculture a un objectif très précis et tout à fait noble dans notre monde, dans nos sociétés, c'est-à-dire de nourrir les gens. Alors ça, c'est quand même le facteur principal de l'agriculture auquel, effectivement, on veut explorer comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour diminuer l'empreinte carbone de l'agriculture, mais aussi d'améliorer la productivité de l'agriculture malgré le contexte des changements climatiques. Naturellement, il y a des facteurs d'échelle à regarder, il y a des facteurs d'efficacité versus d'équité, il y a des facteurs de planification court terme, long terme qui doivent être regardés. Donc, naturellement, ce n'est pas simple. Je suis un spécialiste en climat et en changement climatique et j'adore travailler avec des gens de d'autres disciplines qui, justement, peuvent approfondir chacune de ces composantes-là qui sont cruciales pour réussir autant l'adaptation que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, l'agriculture offre beaucoup de potentiel à la fois réduire ces émissions, mais aussi jouer un rôle dans la capture des GES qui sont déjà dans l'atmosphère et qui pourraient graduellement retourner dans le sol. On en aura certainement besoin au-delà de 2050 pour atteindre la carboneutralité qui va quand même être assez difficile à atteindre au final. Donc, ici, vous avez des systèmes agricoles de différentes variétés avec toutes sortes de façons, de méthodes pour réussir à réduire et à capturer des gaz à effet de serre. Il y a aussi beaucoup de potentiel pour le monde agricole à contribuer à la réduction planétaire des émissions de gaz à effet de serre. Ici, vous avez un tableau extrêmement détaillé de toutes les options d'émissions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre avec le coût de la réduction pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Et tout ça d'ici 2030, ce n'est pas de la science-fiction ou des technologies à développer à l'horizon 2040-2050. C'est des choses que l'on peut faire déjà dès maintenant. Et on voit que les milieux agricoles et naturels peuvent faire beaucoup, peuvent contribuer à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre planétaires majeures et donc peuvent jouer un rôle majeur à atteindre nos objectifs de carboneutralité. Au niveau des impacts et de l'adaptation, encore une fois, la documentation scientifique est quand même extrêmement détaillée sur les impacts sur la productivité pour à peu près toutes les régions du monde, pour différentes
pour différents types de cultures, les céréales, les légumes, les fruits, les arbres fruitiers, etc. Il y a toute une panoplie de documentation qui montre que présentement, à cause des changements climatiques, les impacts ont plutôt tendance à être négatifs, surtout parce qu'on s'est peu adapté encore, on a peu réalisé que le climat était en changement. Mais heureusement, il y a de plus en plus de solutions qui sont mises de l'avant. Ici, c'est une synthèse qui a été faite dans le rapport du GIEC, qui a fait des analyses de plein de types de solutions d'adaptation qui ont, dans certains cas, été testées. Ici, c'est le petit triangle qui indique pour quel type de culture et quel type d'option d'adaptation est-ce qu'on a pu tester la performance, valider la performance de ces options d'adaptation-là pour accroître la productivité, pour réduire les risques en lien avec les changements climatiques. Alors que dans d'autres domaines, bien, il y a encore de la validation, il y a encore de la recherche, il y a encore des tests à faire pour réussir à avancer, mais on sait qu'on peut y arriver. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un portrait vraiment quand même assez avancé de l'état des connaissances, autant en matière de la réduction qu'en matière d'adaptation. Alors là, naturellement, le grand défi, c'est de l'appliquer concrètement, de l'intégrer dans les aspects du monde agricole, ce qui est clairement, naturellement, tout un défi d'opérationnalisation et d'application concrète sur le terrain. Et en conclusion, j'aimerais peut-être juste vous signaler que justement, Ouranos organise une grande conférence internationale sur l'adaptation au changement climatique qui s'appelle Adaptation Futures. Donc, il va y avoir plus de 180 sessions dans 17 salles au Palais des Congrès, mais aussi en format hybride. Et il y a à peu près l'équivalent de 2 salles entières qui vont être continuellement consacrées à l'agriculture, aux usages de l'eau, etc., en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, si vous êtes intéressé, bien, vous pouvez aller taper sur le web adaptationfuture.com pour pouvoir accéder au programme de l'événement. Sur ce, je conclus et je vous remercie pour votre écoute. Je vais arrêter de partager mon écran, je pense, si ça vous va. Merci beaucoup, Alain Bourque. Et pendant que vous faites tout ça, moi, je vous rappelle que vous pouvez répondre à la question qui va réapparaître à l'écran à l'instant. Donc, on veut savoir comment vous vivez ces transformations au quotidien. Je voulais aussi vous indiquer que si vous me voyez de temps en temps pencher sur mon téléphone, ce n'est pas parce que je vérifie mes textos en même temps ou c'est parce que je vérifie certains textos, parce que comme l'équipe est à distance, c'est la solution qu'on a trouvée pour qu'on puisse se parler pendant l'événement. Donc, comment les agricultures du monde peuvent-elles faire partie de la solution au changement climatique? Alors, Brigitte, on remet la question, s'il vous plaît. Pouvez-vous, par un exemple concret et en peu de mots, nous dire ce que représente le changement climatique au quotidien dans votre environnement? Alors, merci d'indiquer votre réponse dans la zone de clavardage et de poser vos questions dans la zone de questions et réponses. Alain Bourque, j'ai une question de M. Laberge qui dit bizarrement, ou c'est une réflexion, puis j'aimerais recueillir votre commentaire. Bizarrement, je pense que le Québec sera, et il le met entre guillemets, gagnant. Je pense qu'on pourrait entendre moins affecté, moins touché peut-être, toute proportion gardée, que certaines régions du monde, mais ce qui ne nous empêche pas de nous soucier de la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, oui, c'est vrai qu'un réchauffement du climat, intuitivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'opportunités au Québec pour l'agriculture, puis c'est pas faux. Par contre, il faut bien comprendre que peu importe où on est sur la planète, en général, on a développé de l'agriculture qui est optimisée aux conditions historiques. Alors, on a appris à vivre soit en utilisant concrètement les données climatiques historiques, ou soit par habitude, parce qu'on n'a jamais vu une région se faire inonder à tel endroit, etc. Donc, par habitude, on a développé ces réflexes-là. Alors là, le problème, c'est que même si le climat peut sembler en apparence changer de façon avantageuse, on rentre dans de l'inconnu. Notre système n'est pas habitué à ce type de situation climatique-là. Et souvent, dans les colloques agriculture au Québec, ce qu'on constate, c'est qu'au début de la journée, tout le monde est assez heureux, il va y avoir plus de degrés jour, etc. Là, en après-midi, on parle des insectes, des ennemis des cultures, des canicules et des sécheresses, des manques en approvisionnement en eau dans une agriculture qui souvent utilise beaucoup plus d'eau que dans d'autres régions du monde qui ont appris à vivre avec peu d'eau, alors que nous, ce n'est pas le cas. Fait que ce n'est pas clair à savoir si ça va réellement être positif. Je pense que ça va être probablement positif
si on s'adapte, si on se prépare, si on réduit les émissions de gaz à effet de serre pour empêcher que le changement climatique soit trop important, parce que si, encore une fois, si ça va trop vite, encore une fois, on va avoir de la difficulté à suivre surprise après surprise, événements pas vus par le passé. Oui, catastrophe après catastrophe. Exact, c'est C'est ça. ça. Et événement catastrophe après événement catastrophe. Et comme on fait partie de ce grand tout, même si ici on continue d'émettre autant, ben on nuit aux autres aussi. Si nous nous nuisons dans une moindre mesure, on nuit à l'ensemble dans une large mesure. C'est comme ça qu'il faut le voir, le problème. Oui, tout à fait. Puis si jamais il y a des opportunités pour certaines régions du monde à produire plus de denrées alimentaires, etc., bien, sachez que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des régions présentement qui produisent beaucoup, qui dépendent de ressources en eau qui sont rendues extrêmement rares. Ils vont être assurément négativement impactés. Ça fait qu'il faut penser aussi, en quelque part, globalement, la production de denrées alimentaires va peut-être être de plus en plus difficile sous un climat changeant. Et si certaines régions, notamment grâce à l'adaptation, peuvent réussir à produire davantage, bien ça sera bénéfique pour tout le monde globalement. On revient au penser globalement, agir localement. Ça fait des années que c'est dans l'air, mais là, c'est plus que jamais le temps de l'appliquer. Ça veut dire quoi concrètement la transformation durable du cycle de l'eau? En tout cas, êtes-vous en mesure de tracer un petit portrait de ce que ça peut représenter? Je pense que le facteur principal qui débute toute cette transformation du cycle de l'eau, c'est que le fait qu'une fois que l'atmosphère, la colonne atmosphérique est plus chaude, elle peut entreposer davantage de vapeur d'eau. Donc, ça signifie beaucoup plus d'évaporation. Et une fois que cette eau est évaporée dans la colonne atmosphérique, bien, lorsqu'il y a des événements de précipitation extrêmes, chaque degré de Celsius de plus a le potentiel d'augmenter les précipitations par un facteur d'à peu près 7 et donc, lorsqu'il pleut, bien, ça sera un coup d'eau beaucoup plus intense, la colonne atmosphérique se vide plus rapidement. Et donc, de cette façon-là, bien, ce qu'on voit, c'est un cycle de l'eau qui voyageait à une certaine vitesse avant et qui s'accélère. Naturellement, tout ça se passe géographiquement. Et donc, ça, ce que ça fait en sorte, c'est que, par exemple, les régions de la désertification a tendance à prendre de l'expansion à cause de ce phénomène-là. Et les zones de précipitation ont tendance à se rétrécir et à devenir plus abondantes. Alors, en général, encore une fois, c'est un bel exemple où tout ça n'est pas une bonne nouvelle pour personne. C'est soit qu'on reçoit trop d'eau ou qu'on reçoit pas assez d'eau. Donc, pour les amis africains qui sont avec nous aujourd'hui, cette zone de désert, je faisais allusion à l'Espagne tout à l'heure, donc la zone de désert risque de passer bien au-delà de la Méditerranée. Oui, bien, en fait, pour être franc, c'est assez. En fait, ce qui se passe présentement en Méditerranée est absolument aucunement surprenant. Ça fait à peu près 15 ans qu'il y a des études scientifiques qui montrent que toute la région, le bassin méditerranéen, va être soumis sous pression de désertification à l'horizon 2050. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est en train de se produire. Encore une fois, je reviens avec la solution, bien, en fait, les deux solutions. C'est que si on atteint la carboneutralité le plus rapidement possible, on va pouvoir contrôler l'ampleur du phénomène. Et si on s'adapte, bien naturellement, on va pouvoir mieux utiliser le peu de ressources d'eau qu'on a dans ces régions-là pour des usages prioritaires, etc. Oui. Au tout début, Alain, vous avez parlé de 5 ou 15, là, je ne me rappelle plus, de pays qui ont réussi à maîtriser la situation des émissions de gaz à effet de serre et peut-être même à les réduire. Pouvez-vous revenir là-dessus? Est-ce qu'ils ont des points en commun? Sur quoi est-ce qu'ils ont travaillé? En général, ils ont travaillé sur des politiques publiques qui instauraient un développement économique pour leur pays qui était moins exigeant en émissions de gaz à effet de serre. Et ça rappelle le fait que, oui, la lutte au changement climatique peut avancer via des actions individuelles, des actions terrain, etc. Puis ça, c'est totalement vrai. Mais les gouvernements ont aussi un rôle extrêmement structurant à jouer pour réussir à structurer, à multiplier les efforts individuels et à les transformer en efforts collectifs qui vont faire probablement chuter les émissions de gaz à effet de serre
aussi rapidement qu'elles ont augmenté. Alors ça, c'est un concept qu'il faut se rappeler, là. On a réussi à faire exploser les émissions de gaz à effet de serre. On est probablement aussi capable de les faire diminuer de façon exponentielle. Ouais. Et les gouvernements, donc, jouent un rôle. Et dans ces premiers pays-là, c'est souvent un des rôles importants, c'est-à-dire le rôle structurant de certains gouvernements pour réussir à le faire. Naturellement, bon, ce sont des pays riches qui ont réussi à le faire, etc. Donc, chaque type de pays doit avoir des approches modulées et différentes qui reflètent leur réalité pour réussir à contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ce sera en même temps un appel à l'action collective dans la mesure où c'est en se regroupant qu'on peut faire pression sur les gouvernements qui, eux, vont adopter et là, je pense à toutes les organisations paysannes, aux organisations agricoles. Seul, on ne peut pas grand-chose. En petits groupes, on peut un peu plus, mais pas beaucoup encore. Mais c'est en nombre, c'est en masse qu'on peut faire changer les choses. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est clair que la population, les regroupements sectoriels peuvent mettre la pression sur les gouvernements pour agir, etc. Je pense que la trappe dans laquelle il ne faut pas tomber, puis qu'on est proche de tomber dedans régulièrement, c'est de tomber trop dans les accusations. Donc, on pointe, c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute des individus, c'est de la faute des gouvernements, c'est de la faute des producteurs agricoles, etc. Ça, on n'avancera pas là, si on continue comme ça. Il faut, oui, pointer la responsabilité de chacun, mais il faut travailler ensemble pour les atteindre, ces objectifs-là, et reconnaître les rôles et les contributions de chacun de ces paliers. Merci beaucoup, Alain Bourque. Je vous invite à rester avec nous pour entendre la suite. Et je présente Sarah Delisle, coordonnatrice du projet Changement climatique pour Agri-Climat. C'est un programme qui met les agriculteurs et agricultrices à contribution pour agir sur le climat par l'adoption de nouvelles pratiques. Sarah Delisle, bonjour. Bonjour. Alors, on va y aller plus en détail avec ce que c'est exactement Agri-Climat. Dans quel contexte est-ce que ça vient au monde? Bien, il y a plusieurs contextes en même temps. Si on remonte plus à 2016-2017, c'est le moment où on a commencé au Québec à avoir un peu plus d'effets des changements climatiques, d'une part. D'autre part, c'est qu'il y avait un contexte aussi politique où il y avait un engagement du gouvernement à offrir à la communauté, à la société en général, des moyens de s'adapter à l'évolution du climat. Puis en même temps, l'autre contexte, il faut savoir qu'au Québec, les producteurs agricoles sont réunis sous une même grande famille qui est l'UPA. Donc, il y avait un intérêt des producteurs qui, collectivement, voulaient déposer un projet, aller de l'avant dans cette connaissance-là plus raffinée des impacts potentiels des changements climatiques sur l'agriculture au Québec. On est toujours en premier projet, en première phase, ou c'est déjà engagé pour la suite? Non, c'est ça. On est vraiment déjà entamé dans une deuxième phase, puis bientôt une troisième, là, mais on est actuellement dans un objectif qui répond peut-être beaucoup à ce que justement M. Bourque a mentionné, c'est qu'il y a de l'adaptation qui est requise par tout le monde, toutes les sphères de la société, donc principalement les producteurs qui vivent des impacts importants au Québec, mais aussi l'intérêt de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour en même temps, nous aussi, réduire notre empreinte d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, Agri-Climat travaille vraiment dans cette sphère-là maintenant, donc autant pour s'adapter que pour aussi voir les possibilités de réduction des émissions. Alors, avant d'aller aux solutions, parlez-moi de ce que vous avez cerné comme problème potentiel. Je pense que l'eau est au cœur de ce qui risque d'arriver, de se transformer. Les apports en eau ne seront pas les mêmes. Non, c'est ça. Oui, c'est un des plus grandes craintes de la majorité des producteurs qu'on a rencontrés par l'entremise du projet. C'est l'accès à l'eau, évidemment. C'est l'accès à l'eau autant pour l'irrigation que pour l'abreuvement du bétail. Pour tous ceux qui utilisent des sources d'eau, principalement c'est de l'eau de surface. On a aussi des gens qui vont chercher de l'eau en plus en profondeur, mais une grande proportion des gens utilisent de l'eau de surface. Puis ce régime-là hydrique est en modification, puis on voit déjà les effets. Il y a des producteurs qui se sont retrouvés il y a quelques années avec vraiment des situations complexes de devoir transporter de l'eau pour même alimenter le bétail. C'était jamais vu auparavant. Puis l'autre aspect de l'eau, c'est évidemment tout simplement toutes les autres productions qu'on n'irrigue pas, mais qui voient leur régime hydrique changer, donc des précipitations pas au bon moment, pas de la bonne quantité, pas de la bonne manière, donc plus comme avant, comme on dit. Donc, oui, l'enjeu de l'eau est peut-être le plus grand enjeu qui touche peut-être de manière transversale tous les producteurs au Québec. OK, l'effet des canicules qui ont un effet sur l'eau, hein, sur l'évaporation, sur… Oui, exactement. Ça a été documenté, oui.
Oui, tout à fait. Donc, l'augmentation des températures annuelles générales, mais particulièrement en été, a un effet sur les besoins qui sont augmentés dans un contexte où l'eau reçue est à peu près similaire, mais pas nécessairement de la bonne manière. Comme l'a mentionné M. Bourque, des orages parfois plutôt que des belles pluies fines. Oui. À ce moment-là, le besoin est augmenté, mais la ressource est plus difficilement accessible. Donc, l'effet des canicules est important sur l'eau, mais aussi sur d'autres aspects vraiment importants comme la productivité des animaux, donc le stress thermique qu'on appelle, là, qui vivent Oui, particulièrement oui. dans les étables. Des fois, on n'est pas tout à fait bien ventilé. Donc, il y a beaucoup de mesures d'adaptation qui sont possibles, parfois avec beaucoup d'investissement, parfois avec peu d'investissement. Donc, tout ça est à voir à l'échelle de chacune des entreprises. Ouais, j'ose vous poser la question et parler de neige Mhm. et de couvert de neige. Je vis à Québec et je pense qu'on en a eu, on a eu notre lot de chutes de neige cette année. Ça s'est étiré, mais ça aussi, ça risque de se modifier. Et l'exemple que je peux prendre, c'est qu'on a vu une saison des sucres vraiment erratique cette année. Bon, ça peut être factuel comme ça peut être relié à autre chose. Oui, tout à fait. Mais en fait, je me demande si dans le nombre de participants qu'on a ici, je n'ai pas le détail, mais qui sont en Afrique actuellement. Puis je me souviens d'avoir évoqué l'effet de la neige dans nos cultures. Puis pour le Québec, étonnamment, c'est tellement une belle protection qu'on a. Ouais. C'est un désavantage parce que c'est froid l'hiver au Québec, mais il y a des avantages d'avoir de la neige. Donc, on protège les sols, on protège des plantes pérennes, donc les plantes fourragères, les petits fruits, donc, il y a certains légumes pérennes aussi qui sont Ah oui, il y a protégés des par la... insectes qui décèdent en hiver et qui Oui, sont oui, éliminés. Ouais. exactement. Ça nous fait un nettoyage que graduellement, on a de moins en moins. Donc, on perd une couverture sur notre terre qui est quand même essentielle pour plusieurs productions. Puis en même temps, ben, ça laisse place c'est ça, à plus de risques pour la protection des sols. Donc, on a vraiment des nouveaux enjeux auxquels on doit faire face et même des productions particulièrement fragiles comme le bleu hénin, par exemple, quand il y a des années où on n'a pas eu assez de neige pour bien protéger les bourgeons. Il y a vraiment toutes sortes d'enjeux auxquels on n'avait pas jusqu'ici autant fait face. C'était occasionnel. Maintenant, ça se reproduit de plus en plus souvent. Puis l'enjeu de l'hiver, si on combine les précipitations avec les températures, bien, on a de plus en plus de pluie en hiver, ce qui est vraiment, Oui. vraiment pas une bonne nouvelle pour les Québécois. Même si on n'est pas agriculteur, on n'aime pas la pluie en hiver, mais quand on est agriculteur, c'est encore pire parce qu'après, ça regèle avec tout ce que ça a comme conséquence, soit sur les plantes, sur les bâtiments, sur la machinerie, sur l'humidité dans les bâtiments d'élevage aussi. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux vraiment diversifiés en fonction de la production, puis en fonction de la latitude dans laquelle on se trouve aussi au Québec. Oui. Juste un autre élément clé qu'il faut comprendre avant qu'on passe aux solutions à ce que vous avez fait sur le terrain, c'est que la nature même de l'agriculture québécoise se concentre dans la vallée du Saint-Laurent, dans un espace relativement restreint. Hein, quand on l'inscrit dans l'immensité du territoire, des lacs, etc., la portion vouée à l'agriculture en raison de la disponibilité des terres arables, etc., ce n'est pas très grand. Donc, est-ce que ce que vous voyez peut libérer des espaces ailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager pour une région comme l'Abitibi, plus nordique, réservée jusqu'à maintenant au fourrage et à l'élevage du bétail, là, si ma mémoire est bonne, est-ce qu'on peut envisager plus pour un territoire comme celui-là et voir qu'en Montérégie, où c'est un petit peu plus au sud, les choses vont changer? Qu'est-ce que vous voyez concrètement sur les territoires? Oui, c'est vrai qu'il y a des différences considérables dans l'usage actuel du territoire, en raison, comme vous le mentionnez, que le Sud, on connaît bien, il est déjà chaud depuis longtemps. On a grandement développé les grandes cultures, entre autres. Les enjeux sont différents pour le Sud parce que là, on se retrouve avec une situation où les sols sont de plus en plus dégradés. Donc, pour renverser la tendance, ça demande quand même peut-être revoir certaines pratiques, rehausser certaines pratiques, puis même voir un peu plus de plantation de haies, des trucs comme ça. Donc, les approches plus agroforestières sont envisagées. Mais tout le territoire est déjà utilisé. Et ce qui était utilisable est utilisé. Mais effectivement, pour le Nord, c'est un peu différent. Comme l'a mentionné M. Bourque, on peut aussi voir dans certains cas des opportunités pour l'agriculture au Québec, voire même, oui, c'est quand même certaines opportunités. Puis ça, c'en est qu'on pourrait envisager. Le seul hic dans tout ça, c'est que c'est une opportunité parfois qui est simplement climatique, mais pas nécessairement territoriale, parce qu'on n'a pas nécessairement partout les sols adéquats pour faire de l'agriculture, même si c'est la pas température... pédologique, ça ne veut pas dire que le sol est adapté à la culture pour autant.
Exactement. Tu sais, il y a des affleurements rocheux importants, il y a des dénivelés, on a des contraintes, des sols qui sont très peu épais. Donc, ça demanderait quand même beaucoup d'investissement. Il y a des endroits que c'est possible de le faire, mais encore une fois, pour mettre une terre en culture, on sait, c'est quand même beaucoup de travail. Faut revoir tout ça dans les pratiques actuelles d'aujourd'hui. Donc, il y a des opportunités, mais il y a aussi des opportunités pour en fait, les terres qui sont déjà en culture, mettons en Abitibi ou au Saguenay, dans le sens où leur productivité pourrait légèrement être augmentée aussi avec les années, en autant qu'on s'adapte aussi aux autres enjeux, là. Alors, une fois que ce portrait est grossièrement brossé, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez procédé avec les agriculteurs sur le terrain pour modifier certaines pratiques pour améliorer la performance environnementale? Bien, il faut savoir qu'Agriclimat, en fait, c'est une petite équipe qui travaille avec une grande équipe qui sont les conseillers en agro-environnement qui travaillent, eux, directement avec les producteurs. Donc, nous, notre rôle, depuis le tout début, c'est qu'on est comme des intermédiaires entre la science et puis le grand bassin de producteurs et de conseillers. Donc, notre rôle est vraiment situé à ce niveau-là pour qu'ensuite, une fois qu'on a bien déterminé ensemble les risques, les menaces, les manières de s'adapter ou les manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien, le travail se fait sur le terrain on a la chance au Québec d'avoir des regroupements collectifs de services conseils en agro-environnement, ce qui, je sais, qui n'est pas toujours le cas ailleurs, mais cette structure-là est vraiment efficace pour regarder avec les producteurs les manières de s'adapter, les manières de réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est beaucoup dans cette dynamique-là qu'on travaille et le projet est déployé dans toutes les régions, donc dans toutes les régions agricoles du Québec, il y a des gens qui sont formés pour eux-mêmes faire le transfert de ces connaissances-là, puis accompagner les producteurs dans cette transition-là. Comment avez-vous choisi les producteurs et productrices? Êtes-vous allé vers des gens déjà sensibilisés? Non, pas nécessairement. Au tout début, on a tout simplement voulu justement rencontrer des gens de tout azimut, là, qui ont toutes sortes de perceptions, des niveaux d'avancement dans leur processus agro-environnemental. C'est ce qui fait que c'est intéressant parce que chacun est à un niveau différent avec des grandeurs d'entreprises différentes. Il y en a qui sont menés par leur élève, d'autres des personnes qui sont plus en fin de parcours. C'est important de voir le portrait complet pour ensuite, après ça, que tout ce qu'on développe comme matériel ou comme soutien, comme formation, bien, ça soit adapté à tout le monde. Dans la deuxième phase du projet, par contre, on a quand même eu accès à 38 fermes qui ont osé être des fermes pilotes Agriclimat. Ces fermes pilotes-là ont comme dit oui sans trop savoir dans quoi ils s'embarquaient. Donc, c'était à ce moment-là des gens innovants qui étaient curieux de connaître un peu plus ce qu'il en était de leurs émissions de gaz à effet de serre, entre autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Réflexion sur l'usage de la machinerie, sur la présence des animaux quand on est dans les élevages, dans l'élevage de ruminants, par exemple. J'imagine qu'il y a une bonne partie des émissions qui provient de là. Les pratiques culturales, le couvert végétal, la protection des terres en hiver. C'est ça le grand portrait, le diagnostic général? Oui, c'est ça. C'est qu'Agriclimat, avec la collaboration justement des fermes pilotes, des conseillers, des chercheurs au Québec, on a développé un diagnostic de lutte contre les changements climatiques qui permet de regarder à l'échelle même de l'entreprise, c'est quoi les risques climatiques réels, donc vraiment à l'échelle de son entreprise, comment il peut s'adapter. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on fait aussi le bilan complet des émissions de sa ferme. Donc, les émissions sont vraiment calculées à l'échelle des connaissances québécoises sur les émissions de gaz à effet de serre. Puis au final, on se retrouve avec un plan de lutte contre les changements climatiques. Mais effectivement, si on prend juste la bulle de connaissances sur les gaz à effet de serre, bien, celle-là est très différente selon ce qu'on produit, selon qui est l'achat d'intrants. Est-ce qu'on utilise beaucoup d'intrants provenant d'intrants azotés, par exemple, c'est un des postes importants pour ce qui est des grandes cultures. Selon le type d'animaux qu'on fait, si on a des poulets ou si on a des porcs ou bien des ruminants, le portrait est différent. Donc, on regarde tout ça avec le producteur pour qu'il y ait une bonne compréhension, une bonne connaissance. Puis des fois, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles actions permettent à la fois de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique. Dans certains cas, il y a des actions qui ont des doubles effets comme ça. Il y en a qui ont même un triple effet qui est de favoriser la biodiversité à la ferme, tant mieux. Mais dans d'autres cas, il y a quand même des actions, soit d'adaptation ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui n'ont pas nécessairement d'autres effets. Puis, encore une fois, l'enjeu de l'adoption, c'est une question de connaissances, de temps, puis bien souvent... De moyens, est-ce que c'est réservé, est-ce qu'on peut dire
que c'est réservé à une société qui a moyen de soutenir financièrement sa production agricole, ses agriculteurs? Mais pour certaines actions, oui. Tandis Oui. que si on regarde plus tout ce qui peut aider à consolider le potentiel d'un sol, à ce moment-là, je pense que là, on est tous dans le même bateau. Là, autant des pays comme le nôtre que des pays d'Afrique, on a tous le grand défi de protéger adéquatement les sols, de les renforcer, de les rendre plus résilients. À ce moment-là, c'est sûr que ça a tellement de co-bénéfices et d'importance versus d'autres choses qui, oui, dans les pays riches comme le nôtre, on peut se permettre d'avoir des programmes de soutien ou d'avoir des gens qui investissent eux directement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Quelqu'un vous demande un exemple, on va revenir, là, je pense, je ne vais pas l'oublier, un exemple d'action à double effet, Sarah. Quand vous dites on pose une action et on réalise qu'il y a plus qu'un effet à l'action qu'on a fait. Peut-être celui que je viens juste de nommer, c'est peut-être le plus simple, là, vu que ça concerne tout le monde, c'est les sols. C'est-à-dire quand on travaille à augmenter la quantité de matière organique stable dans le sol, bien, à ce moment-là, on capte du carbone, comme on le mentionnait tantôt. C'est une façon de séquestrer du carbone dans les sols. Mais l'autre effet, qui est encore peut-être plus intéressant pour la majorité des gens, c'est d'avoir une capacité de rétention en eau, d'avoir une résilience, une capacité de produire, dans le fond, adéquatement, avec un sol qui est bien riche, qui a une bonne diversité faunique aussi, microbiologique. Bien, tout ça, c'est les doubles effets, peut-être le plus accessible. Marie-Julie Ménard a des questions, Sarah Delisle, pour vous. Oui. On va rattraper Marie-Julie, la voici. Bon, oui, bonjour à tous et toutes. Sarah, on a des questions pour toi qui vient directement d'Haïti. On est vraiment ravis. Il y a plusieurs de nos partenaires haïtiens qui sont présents avec nous aujourd'hui, donc on les salue. D'abord, est-ce que les bovins ont grandement contribué au changement climatique? Il y a Junior qui voudrait avoir ton avis sur ça. C'est une bonne question, une grande question parce que les changements climatiques, comme l'a expliqué M. Bourque, c'est l'ensemble des actions anthropiques dans le monde. Donc, c'est difficile des fois de pointer un versus l'autre. Tout humain, toute personne a un effet sur les changements climatiques. Puis, il y a des animaux qui sont nés avec 4 estomacs, qui sont des ruminants, qui eux-mêmes sont des producteurs de méthane naturels. Donc, c'est certain qu'ils ont, si on compare à d'autres productions, qui ont un effet peut-être plus important, une quantité de gaz à effet de serre qui est produite qui est un peu plus importante que d'autres. Mais de là à dire qu'ils sont leurs responsables, peut-être on n'irait pas jusque-là parce qu'ils ont aussi leur présence a d'autres co-bénéfices parce qu'il faut savoir qu'au Québec, quand on a fait le bilan de gaz à effet de serre des fermes, bien, ceux qui ont un plus gros, une tendance à avoir une séquestration de carbone plus importante dans les sols, ce sont justement les producteurs de ruminants parce qu'ils ont des plantes pérennes. Les plantes pérennes, donc les prairies, pâturages, tout ça, bien, ça a un effet immense pour la qualité des sols, ce qui n'est pas le cas quand on n'a pas de ruminants. Donc, tu sais, il y a toujours un double effet. pour et des contre dans chacun. L'idée étant toujours de vouloir produire quand même pour se nourrir. Donc, c'est quand même une bonne question, mais je ne peux pas... non, mais c'est quand même une réponse nuancée, puis ça nous dit que ça ne peut pas être tranché. C'est un bel exemple de cas où on voit et l'avantage et le désavantage, mais on voit bien qu'il peut y avoir des avantages, qu'il y a des avantages. Marie-Julie. On voulait vraiment avoir votre avis. Puis l'autre question est dans la même veine. Est-ce que l'agriculture agroécologique reste la seule alternative pouvant aider à combattre le réchauffement climatique en considérant les dégâts causés par l'agriculture industrielle? Oui, ça aussi, c'est des très bonnes questions. On est tous deux venus d'Haïti, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est sûr qu'une chose qu'on observe, c'est que les producteurs qui utilisent une grande quantité d'intrants, ce sont des intrants qui ont une lourde empreinte de gaz à effet de serre elle-même, bien, c'est sûr que c'est un cycle qui est quand même plus lourd en termes de production de gaz à effet de serre comparativement à des producteurs. On le voit ici au Québec, il y en a qui sont vraiment sensibles à essayer de s'approvisionner localement et exporter localement leurs produits. Donc ça, c'est quand même des formules qui sont intéressantes. Mais actuellement, on est quand même dans une dynamique mondiale où il y a des échanges entre les pays.
Ou à ce moment-là, si on referme chacune de nos frontières, est-ce que c'est là la solution aussi? Il faut peut-être des fois voir jusqu'où on va pour réduire, mais en étant complémentaire également, puis arriver à bien nourrir tout le monde adéquatement. C'est des grands défis qui sont au-delà de l'échelle simplement du producteur. Là. Je pense que ça va vraiment au-delà de ces mandats qui est de bien nourrir tout le monde. Merci. Est-ce que c'est un appel je vais utiliser le mot sous-spécialisation, là, mais est-ce que c'est un appel à une plus grande diversité sur les fermes, à une création ou une recréation de l'équivalent d'un écosystème? On le voit avec certains modèles en Haïti où on a des cultures en étage, on a les animaux, on a la production fruitière en hauteur, etc. Je pense qu'on pourrait trouver d'autres exemples un peu partout. Est-ce que c'est un appel à ramener plus de diversité sur les fermes? Bien souvent, quand je parlais du diagnostic tantôt, là, à la fin, là, il y en a bien qui disent, bon, ben là, la fameuse expression de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, là, elle revient souvent parce que d'une année à l'autre, on n'a pas, en tout cas au Québec, là, puis ailleurs dans le monde aussi, on n'a pas toujours les mêmes saisons, là. Grosso modo, c'est supposé se ressembler, mais ce n'est pas si vrai tout le temps. Hein. On a des gels, on en a vu, là, des gels pas au bon moment. Ben, il y a des plantes qui sont plus fragiles au gel tardif, d'autres non. Donc, puis il y en a qui sont plus tolérants à la sécheresse, d'autres non. Donc, plus on diversifie les cultures dans un contexte où c'est réalisable aussi, il faut avoir une entreprise qui est capable de gérer toute cette diversité-là. Oui. Quel est le marché pour... C'est bien beau produire, mais il faut le vendre. Hein? Si on le laisse à la maison, ça ne donnera pas grand-chose non plus. Donc, il faut vraiment avoir un système qui est complexe aussi, qui est adapté, qui est flexible. Puis c'est ça aussi un grand défi. Donc, les meuneries, les abattoirs locaux, on a vraiment des grands défis pour assurer que cette diversité-là puisse vraiment s'implanter pour de vrai. Oui, et se ramener à des noyaux régionaux, structurés et intéressants. Merci beaucoup, Sarah Delisle. Il faut vous libérer ici. Bonne suite d'après-midi. Tous les autres restent avec nous. Merci. C'était passionnant. Merci à tout le monde qui est un peu partout dans le monde. Au revoir. Merci. Safietou Sanfo, maintenant. Safietou nous attend au Burkina Faso, je vous le disais un petit peu plus tôt. Elle a sans doute bu les paroles de nos invités. Elle est économiste agricole, coordonnatrice régionale chez WASCAL, West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use. Je traduis grossièrement un centre de recherche qui travaille sur le climat, on l'a bien compris, et l'adaptabilité des territoires, tout ça en Afrique de l'Ouest. Bienvenue, Safietou. On va vous demander d'ouvrir votre... Ah voilà, le micro est ouvert. Oui, merci beaucoup. On est content que vous soyez avec nous. Je peux vous demander une réaction aux présentations que vous venez d'entendre? Oui, je suis très contente d'être ici. Je suis aussi très contente d'écouter toutes ces présentations. Et ça me fait penser vraiment à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et notamment, je vais dire, dans le Sahel où je suis, où Wascal intervient. Wascal intervient donc en Afrique de l'Ouest, dans les 15 pays adossés à la CEDEAO. Et les changements climatiques sont vraiment maintenant une réalité en Afrique de l'Ouest. Dans nos contrées, nous vivons les impacts, les effets en fait de ces changements climatiques, et beaucoup plus en fait nos agriculteurs, ils vivent ces changements climatiques en fait de plein fouet. Oui, on va en parler un petit peu plus en détail. Vous aurez des images et des diapos pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est Wascal, Safietou? Alors, Wascal, c'est... oui, vous me permettez peut-être donc de, oui, allez-y. De présenter, oui, de montrer donc mon... Je ne sais pas si vous les voyez maintenant. Oui. OK, merci Alors, beaucoup. on voit tout votre tableau de bord, tout votre écran. Si vous voulez grossir votre diapo, voilà, oui, la mettre plein écran. Voilà. Parfait. OK, parfait. C'est beau. Alors, Wascal, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une institution. C'est une institution sous-régionale, en fait, qui travaille sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est une institution qui essaie de fournir des services climatiques et environnementaux pour accroître en fait la résilience des systèmes humains. Hein, et
et aussi environnementaux donc en Afrique de l'Ouest pour essayer de réduire en fait l'impact en fait des changements climatiques et de réduire aussi en fait la vulnérabilité donc sur ces systèmes humains, ces systèmes donc environnementaux, toujours en Afrique de l'Ouest. Alors Wascal, comme vous voyez, c'est en fait cette figure, ce diapo, c'est une institution en fait qui comprend 3 grands piliers, donc à savoir on fait donc la formation, mais aussi on fait de la recherche et on livre en fait ce qu'on appelle en fait des services donc climatiques pour combattre en fait le changement climatique et améliorer la résilience des populations donc en Afrique de l'Ouest. Ouais. Alors, là où je suis, donc, c'est donc dans le centre de compétences, en fait, avec donc de la recherche, mais aussi donc de l'innovation, de la formation, voilà, avec tout le monde, notamment les agriculteurs, les éleveurs et voilà, tous les systèmes. Donc, vous procédez à partir d'études locales, mais également de rapports du GIEC, probablement, vous fusionnez toute cette information. Exact, c'est ce qu'on fait. On fusionne donc toutes les informations, c'est-à-dire à travers donc les rapports qui sortent en fait, on va dire, les impacts des changements climatiques sur l'Afrique, notamment donc sur l'Afrique de l'Ouest. Et on regarde donc ce qui va se passer donc dans le futur, qu'est-ce qu'on vit maintenant en ce moment et comment donc on doit s'adapter et qu'est-ce que Wascal doit faire pour accompagner en fait au niveau donc des stratégies d'adaptation en fait des producteurs, mais aussi des éleveurs et de la société civile. Oui. Qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez d'usage adapté du territoire? Est-ce que ce sont des façons de faire qui devront changer, qui devront se modifier, des suggestions que vous faites aux associations de producteurs? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, en fait, l'utilisation adaptée des terres, en fait, c'est cela. C'est-à-dire que comment on va adapter, en fait, l'utilisation des terres pour répondre à ces changements que nous vivons. Parce qu'on a donc des impacts négatifs. On aura donc des inondations, des sécheresses, notamment donc au niveau donc, des cultures. On a donc des poches de sécheresse de plus en plus longues qui se font donc observer, parce que vous savez que le climat sahélien a toujours été variable. Mais avec les changements climatiques donc, qui sont là, c'est-à-dire que ça accentue en fait la variabilité en fait donc de la variabilité, ça accentue en fait la variabilité du climat et les gens donc doivent s'adapter. Et donc, c'est-à-dire les pratiques culturelles qu'on avait à l'époque s'adaptent moins et on devrait regarder comment on planifie tout cela. Mais aussi, ça peut aussi être la planification urbaine. On peut regarder comment on utilise la terre et comment il faut donc l'utiliser maintenant pour pouvoir répondre donc à tous ces impacts qu'on vit aujourd'hui. Oui. Est-ce que ces sécheresses de plus en plus longues sont un des signes les plus probants du changement qui est en cours en ce moment en Afrique de l'Ouest? Oui, en fait, en Afrique de l'Ouest, ce qu'on peut avoir, notamment parce que si on regarde en fait le rapport donc du GIEC, on a donc c'est-à-dire une partie donc du Sahel pourrait être pourrait se reverdir, mais il y a aussi une partie donc au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest qui pourrait être donc très sèche. En fait. Et donc ce qu'on observe, on a donc des pluies beaucoup plus violentes, mais on a aussi des poches de sécheresse, notamment donc durant donc la saison pluvieuse qui dure seulement donc 3 mois. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle donc un chamboule-tout. Des fois, on ne sait pas donc quand est-ce la saison va commencer et quand est-ce elle va donc terminer. Et donc, les agriculteurs ne savent plus en fait comment s'y prendre en fait. Et durant donc une seule saison, tu peux avoir donc des poches de sécheresse. On peut planter aujourd'hui son maïs et il faut encore replanter dans 1 ou dans 2 semaines. Et tout ça, donc, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre avec bien des connaissances, mais aussi donc en s'adaptant avec donc les agriculteurs, avec les intéressés sur le terrain. Alors, on voit bien là, sur la diapo, donc, des événements de pluie intense beaucoup plus fréquents, des événements de chaleur, des dômes de chaleur probablement aussi à l'occasion sur certaines régions et tout ça mélangé. On parle de zones géographiques plus que de pays impactés, je pense, dans un cas comme le vôtre. Hein, on pourrait décortiquer tout ça
par pays, mais en même temps, ce sont des zones géographiques qui sont touchées. Tout à fait, ce sont des zones géographiques, mais dans le Sahel où nous vivons, où je vis au Burkina Faso, mais on intervient au Mali, on intervient donc au Niger. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali et un peu le nord donc, du Ghana où on intervient. Ce sont des climats en fait qui se ressemblent. Le nord du Ghana ressemble un peu donc au sud-ouest donc du Burkina Faso. Et là, on intervient avec les agriculteurs qui vivent en fait les effets négatifs des impacts en fait donc du changement climatique. Ce sont des poches de sécheresse de plus en plus longues ou encore des inondations où les terres ne sont pas adaptées. Donc, on propose des solutions quand ce sont des longues sécheresses, telles qu'il faut faire beaucoup plus de paillage, beaucoup faire donc des cordons pierreux. Mais ce que Wascal fait, c'est que Wascal livre aussi les informations aux côtés donc de la météo, des informations climatiques beaucoup plus importantes dont les paysans ont besoin. Et si vous prenez un agriculteur, par exemple, X, qui plante, par exemple, du maïs aujourd'hui, ce dont il a beaucoup besoin, c'est de savoir est-ce que je peux épandre l'engrais demain? Parce que si je prends l'engrais et qu'il y a une grosse pluie, c'est vrai que c'est une perte pour moi. Je veux aussi savoir quand est-ce que je pourrais semer sans pour autant ressemer. Parce que si je sème aujourd'hui et qu'il ne pleut pas et que dans 2-3 semaines, je dois ressemer, c'est une perte. Donc, ce sont des informations pareilles dont les agriculteurs ont besoin, que Wascal essaie aussi donc d'aider à livrer aux côtés donc des services, on va dire, climat, des météos, des services en tête dans des pays. Mais aussi dans la ville, Wascal essaie aussi de prévoir des inondations. Il travaille avec la mairie des villes pour pouvoir donc prévoir les inondations, essayer de voir comment on s'adapte, comment on recycle bien nos déchets aussi pour éviter des inondations donc lors donc des pluies, on va dire diluviennes et autres. Comment prévoir des installations de rétention. Une petite parenthèse, puis je voulais poser la question à Sarah Delisle tout à l'heure, puis je vous la pose en même temps, mais quelle est la place des savoirs des anciens dans tout ça, dans tout ce grand changement? Qu'est-ce que ça représente pour des gens qui nous disent, bien, ça s'est toujours fait comme ça et je ne vois pas comment je pourrais changer? Alors, il faut savoir deux choses. C'est-à-dire, la première chose, c'est de ne pas balayer en fait ces savoirs locaux. Comme ça, le bras de revers, on les balaye, non. Parce que ces savoirs locaux ont leur place. Mais l'autre chose est qu'il faut savoir conjuguer ces savoirs locaux avec la science. Parce que quand on écoute les agriculteurs avec leurs savoirs locaux, dans certaines parties, ces savoirs locaux ne marchent plus parce que le climat a changé et qu'il faut savoir se réadapter. Et donc, maintenant, ce qu'on cherche, c'est de savoir cumuler en fait ces savoirs locaux avec la science pour pouvoir arriver donc à des résultats beaucoup plus probants. Je prends un exemple avec les agriculteurs. Quand tu discutes, ils vont te dire, pendant longtemps, on a assisté, par exemple, à des cris d'oiseaux ou bien donc à des fruits, par exemple le karité. Quand l'arbre produit beaucoup, ça veut dire que la saison sera bonne, ou quand cet oiseau se déplace, ça veut dire que la saison sera mauvaise. Mais maintenant, avec les changements climatiques, on n'a plus ces oiseaux, et donc c'est difficile en fait de savoir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que la science arrive avec des prévisions, des saisons très nécessaires et très pointues. Avec donc, il faut réduire en fait la probabilité donc des fausses prévisions pour accompagner en fait donc ces producteurs. Mais des savoirs locaux tels que la conservation des terres, voilà, ces savoirs locaux doivent être réévalués et rester, mais aussi regarder aussi avec les compromis. Si un agriculteur X fait cela, quels sont les compromis? Et c'est ça, quand on parle de transition agroécologique, les compromis, les questions de compromis, il faut vraiment regarder au cas par cas pour pouvoir donc accompagner les agriculteurs pour arriver donc à des solutions beaucoup plus probantes. Parce qu'il faut nourrir, comme on le dit, il faut nourrir le monde. Donc, il faut produire beaucoup plus. Oui. Il faut produire plus. Et est-ce que toutes les exploitations agricoles peuvent être mises à contribution pour produire plus? Ou déjà, vous voyez que certains types d'entreprises agricoles ne suffiront pas, soit parce qu'elles sont placées dans des situations géographiques où ça devient impossible de cultiver, soit qu'elles n'ont pas les moyens de s'adapter. C'est exact. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il faut regarder au cas par cas. Vous savez, le climat donc, du Sahel, quand on est au Sahel, c'est très, très, très différent. Il peut pleuvoir, par exemple, on peut être dans la même région et il pleut beaucoup donc, dans ma province, mais dans l'autre province, il ne pleut pas. Je pense que voilà, c'est un climat très variable, très capricieux et les agriculteurs ont du mal. Alors,
soit il doit s'adapter, mais ça devrait être accompagné donc par des mesures beaucoup plus, on va dire, bien tracées, bien ficelées au cas par cas, ou sinon c'est la migration, parce qu'ils vivent déjà donc dans une trappe à pauvreté. Dans une trappe à pauvreté avec donc pas d'investissement, avec des rendements qui sont beaucoup plus bas, avec une productivité de la terre et de la main-d'œuvre très, 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 très faible, avec des revenus très faibles. Et vous voyez que le changement climatique, les impacts du changement climatique viennent encore renforcer ce cercle vicieux en tel que vivent ces agriculteurs. Donc, ils sont dans une trappe à pauvreté. Et des fois, dans des régions, le seul moyen qui reste, c'est de migrer. Donc, ils vont aller donc dans les villages proches ou bien dans les villes proches. Ou dans les villes. Dans les villes. Oui, c'est ça. Ou bien, voilà, deviennent de plus en plus pauvres ou bien aller donc dans d'autres pays. Vous savez, la migration en Afrique de l'Ouest déjà, donc les gens vont quitter le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire, ou bien ils vont aller au Nigeria, ou bien ils vont aller au Togo, au Bénin, parce qu'ils n'ont plus d'autres moyens. Il manque d'eau. Je ne sais pas si vous avez regardé le film d'Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau. Oui, c'est-à-dire on a de l'eau souterraine, mais on n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas beaucoup de possibilités que de migrer. Donc, il faut vraiment s'adapter. Il faut investir dans l'agriculture. Et tout ça vient également renforcer ce phénomène de migration vers l'Europe, de migration internationale. Donc, une migration interpays d'Afrique de l'Ouest, mais il vient un moment où ça ne suffit plus. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. Exact. C'est exactement cela. Et quand vous regardez ça, quand vous observez, c'est-à-dire la migration, c'est un phénomène beaucoup plus complexe. Donc, vous avez une famille ou bien des ménages, parce que des fois, donc, dans nos villages, dans les populations, on parle de ménages, c'est-à-dire donc des concessions où vivent donc plusieurs personnes. Et c'est l'homme, des fois, qui part. Mais le film d'Aïssa Maïga, quand tu regardes, il y a aussi des femmes. Et ces femmes, elles vont aller donc dans la ville pour chercher du travail. Ensuite, elles vont partir donc au Nigeria. Quand vous voyez au nord du Mali, c'est ce que font les femmes au Nigeria ou certaines au Togo. Et quand c'est le Burkina, ils vont essayer donc d'aller au Mali, en Côte d'Ivoire ou bien au Ghana. Et les plus forts, c'est-à-dire les hommes, souvent les plus forts, mais aussi des jeunes et des femmes, des jeunes filles, ils vont essayer donc de traverser pour aller en Tunisie ou bien au Maroc et essayer de gagner en fait l'Europe à travers donc, comme on sait, des moyens, des bateaux et voilà, et l'issue c'est qu'ils meurent. Et quand vous voyez, quand quelqu'un part, des fois, quand vous observez les bras valides ou les femmes qui partent, ils ne se retournent pas parce qu'il y a des enfants qui pleurent, c'est très triste. Il y a des enfants qui pleurent derrière parce que, oui, il n'y a rien à manger et tout ça, c'est dû en fait oui, dans certaines raisons, beaucoup plus de raisons, aux impacts en fait des changements climatiques. Et à chaque fois, quand j'ai la chance donc de parler, je me dis, ben, attention, le changement climatique, c'est un bien global. Vous savez, la tragédie des biens communs. C'est très, très difficile. C'est un bien global. Et donc, moi, je dirais, bah oui, moi, je vis à Ouagadougou, j'ai accès donc à l'eau, j'ai accès à l'électricité, je peux aller travailler comme je veux. Le changement climatique, c'est un bien global. Pourquoi je modifierais, en fait, voilà, mon comportement si ça se passe à des milliers de kilomètres de chez moi? Voyez-vous. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très, très difficile. On parle donc de neutralité carbone, c'est vrai, mais ce qu'on a déjà émis est là et que l'adaptation, quand je vois des gens qui s'interrogent en fait sur l'adaptation, je me dis, c'est peut-être parce qu'on est très, très loin en fait de la réalité en fait que vivent ces gens, qu'on se dit que l'adaptation peut-être n'est pas... Et comment on les aide? Alors, comment on les aide, ces gens? Comment on structure cette intervention à l'échelle des paysans? Je reprends un exemple cité dans un document de la FAO. On dit un cultivateur de canne à sucre de 25 hectares au Rwanda peut être considéré comme un grand agriculteur, alors qu'un agriculteur qui cultive 200 hectares de canne à sucre au Brésil est un tout petit agriculteur. Comment on aide? Quelles sont les solutions? Quel type de solutions est-ce qu'on apporte? Très bien. Alors, vous savez, je mets dans ces diapos pour matérialiser. C'est vrai que nous, ce sont des petits agriculteurs pour commencer. Et donc, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a des gens qui se convertissent donc en agribusiness, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui sont donc dans les agribusiness, ce sont des gens qui ont été à l'école et qui ont été formés, qui travaillent et qui disposent donc de crédit et tout pour faire donc de l'agribusiness. Alors, ces petits agriculteurs, comme je disais, c'est au cas par cas. C'est-à-dire, les interventions, on peut les accompagner. Jusqu'à certaines veulent peut-être sortir en fait de l'agriculture. C'est ça, développer le secteur agricole. Et c'est au cas par cas. C'est-à-dire, il faudra aussi les impliquer au début. C'est-à-dire, il faut regarder
ce dont ils ont besoin. Parce que quand on prend l'agriculture familiale, il y en a qui peuvent produire hein, pour se nourrir. Par exemple, ceux qui sont donc des maraîchers pendant donc, les saisons sèches, il y en a qui te disent, bah, je n'ai pas besoin de migrer si je gagne, par exemple, du crédit ou si j'ai le marché. C'est ça le problème, c'est-à-dire on n'a pas aussi ce que je reproche donc chez nous, on n'a pas en fait en Afrique une politique agricole bien définie pour accompagner en fait nos agriculteurs. C'est cela qui nous manque. Une politique agricole bien définie, mais aussi on va nous dire bah oui, il n'y a pas de financement et tout, c'est vrai. On peut compter en fait sur l'aide au développement pour investir, mais ça marche peu. Il faudra aussi qu'on regarde donc comment on doit lever en fait des fonds souverains. Même si on a donc… Du début jusqu'à la toute fin, jusqu'au juste prix, exact. Une fois la denrée arrivée sur le marché, ça aussi, c'est majeur. Exact, c'est cela. C'est-à-dire, il y a des coûts de transaction qu'il faut regarder. Il y a en fait la formation qui manque, mais il y a aussi la transformation de nos produits parce qu'on parle donc de compromis. Si on veut aider donc les producteurs, si on veut les accompagner, et il faudra aussi qu'ils soient formés. Et il y a des agriculteurs aussi voilà, qui ne sont pas formés et c'est très difficile. Donc, ça veut dire que c'est les deux côtés. Si vous les formez et que vous les aidez et qu'on a vraiment investi, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin au niveau donc, de la transformation, les marchés, il faut regarder aussi les prix parce que si un agriculteur produit beaucoup de tomates cette année et qu'il a eu donc de la peine donc, à vendre, l'année prochaine, il ne va pas produire de la tomate. C'est aussi simple que cela. Donc, il faut un investissement, mais il faut un accompagnement, mais au cas par cas. Et comment sortir, en fait, tous ces agriculteurs au fur et à mesure donc, de ce secteur donc, agricole, parce qu'il y a plus de 70% qui produisent pour ne pas nourrir 10% en fait, de la population. C'est un peu ça le modèle. En fait, oui, ça, c'est l'autre grande réflexion qu'il faudra avoir. Alors, ce panel s'intitule « Comment les agricultures du monde peuvent-elles faire partie de la solution ?» Avez-vous quelques exemples de solutions? Bon, voilà, on arrive à vos sites pilotes. Parlez-nous un peu d'actions concrètes sur le terrain. Voilà, ces agriculteurs peuvent en fait participer hein, à réduire aussi, à atténuer le changement climatique, mais à produire suffisamment donc, pour manger si vraiment on investit là où on devrait investir. Par exemple, je prends l'exemple de nos sites pilotes, c'est-à-dire, vous voyez en haut, on a donné des biodigesteurs, puisqu'on sait que l'élevage, donc, voilà, émet beaucoup donc, de gaz à effet de serre, mais qu'on peut séquestrer ou on peut donc transformer donc, en biogaz. Mais aussi, on a parlé donc de l'agroécologie, la transition vers l'agroécologie, pour peu donc les compromis donc, soient pris en compte. On peut essayer de regarder comment on plante en fait des arbres sur 1 hectare ou 2 hectares ou 3 hectares, mais il ne faut pas le planter n'importe comment, il y a aussi des pratiques. Et là, ça va aussi séquestrer le carbone, mais ça va aussi rendre le sol aussi fertile. Et donc, on fait de l'adaptation, mais en même temps, on fait donc de l'atténuation. Mais il ne faut pas aussi tomber dans ce qu'on appelle en fait la pandémie donc des plantations d'arbres parce qu'il ne faut pas transformer tous les prairies donc en arbres parce que les animaux ont aussi besoin donc de goûter. Donc, ça demande toute une belle pratique. Et vous voyez aussi donc des panneaux solaires, ça veut dire qu'on peut forer, on peut avoir des forages et les faire fonctionner donc par des panneaux solaires et avoir de l'eau pour pratiquer l'irrigation, même si c'est à petite échelle. Les gens s'adaptent et les gens peuvent s'en sortir. C'est-à-dire ils peuvent donc se former, donc, comme on appelle des comités villageois, pour donc essayer donc d'avoir un système donc, qui va durer, un système durable. Et c'est ce qu'on a fait à Ouaskal au Niger, au nord du Burkina Faso et au nord du Ghana, et les gens s'en sortent. Et donc, il faut essayer de voir comment on met en échelle. Des fois, la mise en échelle aussi nous échappe. Et des solutions qui sont réussies, il faut regarder comment donc, on les met aussi donc, en échelle dans nos régions. Une dernière question, le rôle de la science, de l'acquisition, de la transmission de connaissances dans un contexte d'urgence, est-ce qu'on a le loisir d'attendre? Non, je ne crois pas qu'on a donc malheureusement le loisir d'attendre. Il faut passer vite de la recherche à l'application. Exact, il faut appliquer, il faut penser parce qu'on sait le rôle donc, de la science en fait. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait donc, de recherche. Moi, je sais qu'on a beaucoup maintenant pour agir. Donc, il faut qu'on agisse, mais il faut
qu'on fasse en fait donc de la participation, c'est-à-dire une méthode participative. C'est-à-dire qu'on s'investit à réunir les gens tout au début en fait dans des programmes pour comprendre ce dont ils ont besoin, pour comprendre où est-ce qu'ils veulent qu'on parte avant donc d'agir sur le terrain. Donc avec toutes les connaissances qu'on a, je pense qu'on a assez maintenant pour agir et non encore donc d'attendre. Parce que si je prends l'exemple en tête d'Afrique de l'Ouest qui compte plus de 400 millions d'habitants, alors qu'on a de la peine donc à se nourrir, plus de 70% d'entre sont agriculteurs qui peinent donc à nourrir même 1% ou 10% de la population, ce n'est plus en fait vivable. Il faut qu'on agisse maintenant. Avec tout ce qu'on a comme connaissance, on doit pouvoir agir. Il y a des gens qui ont des questions pour vous, Safietou Sanfo. On va mettre Marie-Julie Ménard à l'écran. Vous allez la retrouver. C'est elle qui les a notées. Merci. Alors, vous pouvez retirer votre présentation si vous voulez, Safietou. OK. Voilà, Marie-Julie, à toi. Merci beaucoup, Safietou. C'était vraiment un panel passionnant. Je veux revenir sur une question de Mme Sophie Gendron. On parlait beaucoup des poches de pauvreté au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ces trappes à pauvreté. Vous avez donné des éléments de réponse, mais comment inverser ces trappes de pauvreté? Est-ce que c'est possible? Merci pour cette question très, on va dire, importante. C'est vrai, ces agriculteurs qui vivent cette trappe donc à pauvreté, je n'étais pas née. Donc, je suis née, grandi, faire des études, les trouver toujours. On parle donc de cette trappe à pauvreté. Je dirais qu'on peut rompre, on peut inverser donc la tendance pour peu que ces agriculteurs soient formés. Il faut véhiculer en fait la connaissance, mais il faut aussi impliquer les femmes. Moi, j'ai foi que de plus, quand on implique les femmes, et on trouvera en fait des solutions. C'est vrai, on aura du temps, mais on trouvera donc des solutions. Il faut impliquer les femmes, il faut impliquer donc les jeunes, il faut les former, ces agriculteurs, parce qu'ils ne savent pas. Des fois, les agriculteurs ne savent même pas lire en fait les notices en fait des engrais et ils les appliquent pas bien, ils les appliquent pas normalement et donc du coup ça crée en fait l'effet inverse en fait des effets attendus. Donc ces agriculteurs ont besoin donc de formation, mais ils ont aussi besoin d'investissement. Ils ont aussi besoin d'informations climatiques. Comme on est donc au niveau donc des changements climatiques, ils ont besoin donc des précisions et des prévisions climatiques pour pouvoir s'adapter. Et je suis sûre que quand on fera comme ça, on pourra donc briser en fait ce cercle vicieux et avoir donc un cercle vertueux. On a aussi donc le problème de l'assurance qui est plus pratiqué, beaucoup plus adapté au nord, mais peu au sud dans nos pays. Et ça marche peu. Ça marche peu, pourquoi? Parce qu'on connaît peu aussi de notre climat et on connaît peu donc des prévisions. On connaît peu en fait donc de comment les primes d'assurance sont faites. C'est-à-dire c'est calculé en fait sur la moyenne pluviométrique, alors que ce que je viens de présenter, c'est pas la réalité. L'agriculteur qui vit au fin fond de son village ne compte pas, c'est-à-dire son champ est vraiment éloigné en fait de cette moyenne pluviométrique en fait que les assurances prennent pour calculer leurs primes et des fois ça marche pas. Ils vont pas payer et après on va dire bah non, il n'y a pas eu de dommages dans votre secteur, dans votre province, on va pas vous payer les dommages alors que moi j'ai subi en fait les dommages parce que votre moyenne voilà pluviométrique ne compte pas. Ah, on est vraiment dans le très fin. Hein. Marie-Julie, une autre question. On va ramener Alain Bourque à l'écran si vous voulez aussi. Parce qu'il y a des questions générales. Donc, rapidement, parce que le temps commence à filer, c'est vraiment passionnant. Marie-Julie, une autre question pour Safietou. En fait, c'est une question qui nous vient encore de Junior du village de l'Espoir en Haïti, mais qui touche aussi ce que Safietou a dit qu'elle, à Ouagadougou, elle ne voit pas l'impact, mais elle n'est pas dans la situation réelle. Est-ce qu'il y a un niveau, comment on peut faire au niveau de la conscience citoyenne? Comment amener les citoyens? On parle beaucoup de transport au niveau des aliments, l'importance de manger local. Au-delà de la production, comment on peut amener les gens à être davantage conscients de leur consommation, en fait?
Ouais, vous pouvez réagir tous les deux si vous voulez. Safietou, à vous. Oui, bah, moi je dirais ça en faisant comme ça. Par exemple, on a un panel de discussion en invitant beaucoup plus donc la société civile, mais aussi c'est-à-dire en faisant des publicités à travers donc la communication. Et je vois, Hélène, que vous avez aussi un rôle à jouer en parlant donc vous jouez beaucoup un rôle très important. Vous savez, il y a une semaine, j'étais à Nairobi pour une conférence, c'est-à-dire on essayait de regarder en fait le rapport donc du GIEC pour évaluer et tout, et on avait beaucoup parlé en fait du journalisme du changement climatique. Il faut qu'il y ait beaucoup plus donc du journalisme, donc du changement climatique, mais la science doit aussi prendre sa place. C'est-à-dire les experts doivent beaucoup discuter avec les politiques, avec la société civile pour un éveil de conscience, pour que les gens prennent conscience que ça change et que je dois adapter mon comportement pour aider l'autre qui souffre en fait, l'agriculteur qui souffre, l'éleveur qui souffre donc au fin fond du village. Il faut que les gens se comprennent. Oui. Alain Bourg? Ben, je renchérirais exactement sur les mêmes termes. Même la co-construction de projets scientifiques, c'est exactement ce qu'Ouranos fait au Québec aussi. Là. Donc, qu'on soit dans un pays en redéveloppement, développé, etc., et on a ce besoin-là de reconnecter avec les aspects scientifiques. L'autre point à ajouter aussi, c'est justement plutôt de parler de défis, d'enjeux, etc. On veut trouver des solutions, on veut innover, on a des opportunités. Donc, c'est un changement de langage aussi qui est requis pour embarquer les gens dans développer des solutions. C'est un beau défi, dans une certaine mesure, là, de vouloir nourrir plus de gens, de relever le défi climatique, de relever les défis démographiques. Il y a toutes sortes de défis à relever dans la vie. Et puis, si on veut avancer, bien, il faut le prendre positivement. Donc, c'est une question de langage aussi, très multidisciplinaire aussi. Il faut que les gens soient ouverts aux idées des autres. Travailler avec les gens sur le terrain ou dans Adaptation Future, il va y avoir un volet autochtone qui va être très important, les femmes, etc. Donc, ça rappelle l'importance de s'ouvrir aux perspectives des autres pour pouvoir développer des solutions qui vont être plus multidisciplinaires, plus innovantes, plus originales. Donc, peut-être un autre point aussi, c'est de rappeler que oui, la technologie peut nous aider, mais ce n'est pas la technologie seule qui va nous sauver. Il faut travailler ensemble, c'est très humain comme processus, l'adaptation et la réduction. Dernière question, Marie-Gilles. Ben, vous venez exactement de répondre à notre dernière question on parle beaucoup de changement de comportement, puis j'apprécie quand vous parlez d'apprendre à vivre avec les nouvelles réalités. Mais est-ce que c'est possible d'espérer que les technologies viendront compenser pour la lenteur de ces changements de comportement? Oui, mais on aura toujours besoin des humains, Alain Bourg. Tout à fait. Absolument. En fait, je crois même que l'humain est plutôt fondamental dans tout ça. Très fondamental, il est au cœur de tout ça. Alors, un petit mot avant de vous quitter, peut-être Safietou, un rapide mot de conclusion, un message aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Ben, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup donc à vous donc, de m'avoir invité, de pouvoir parler. Et quand j'ai l'opportunité en fait de parler, donc j'évoque le cas du Sahel, j'évoque donc le cas donc, de l'Afrique de l'Ouest, et je me dis qu'on a assez au niveau donc, de la science, on a beaucoup de stratégies donc d'adaptation qui ont été donc mises en œuvre et qu'on devrait agir. On devrait donc penser ensemble. Comme vous avez pensé donc ensemble, puisqu'on a une planète globale, on a un bien global, on est tous donc embarqués dans un même bateau, on devrait agir, on devrait changer nos comportements, on devrait penser aux impacts en fait qui sont très, très néfastes dans d'autres pays, notamment donc dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel et dans d'autres régions, des inondations, des poches de sécheresse, des agriculteurs qui ne peuvent plus survivre et qui sont donc obligés donc de partir, qui sont obligés donc de migrer. Donc, on devrait agir maintenant. C'est ça, vous donner quelques exemples d'impact. Il y en a d'autres. Rareté des pluies, augmentation de température, baisse de rendement, écart de précipitation et des températures, beaucoup de ravageurs dans les cultures, impact sur le capital investi, déplacement des productions, abandon de production, etc. Le derecho du 21 mai dernier au Québec, de plus en plus de catastrophes reliées au vent. Je lis très, très, très rapidement avant de vous passer la parole, Alain Bourg, qu'on va terminer avec vous. Non, mais en fait, moi, j'aimerais encore une fois vous remercier là, pour cette opportunité. Encore une fois, moi, j'insiste vraiment sur l'importance de collaborer, de travailler ensemble, de trouver des solutions innovantes, etc. Ce n'est pas pour rien que même moi, à Ouranos, basé simplement à Montréal, travaillant surtout au Québec,
je me suis impliqué dans l'organisation de la conférence Adaptation Futures parce que justement, on a besoin d'échanger des façons de faire, des expériences terrain, des applications concrètes de la science vers le terrain pour ensuite ramener ça aux scientifiques qui sont parfois un peu déconnectés là, des développements que l'on a à faire prioritairement. Alors, moi, c'est peut-être mon point là, que je trouve le plus important à manifester dans une audience comme ici particulièrement. Merci infiniment. Et dans la zone de clavardage, il y a des gens qui vous remercient chaleureusement de votre participation. On transmettra les remerciements à Sarah Delisle également. Je ne peux pas vous donner d'informations sur le prochain panel. En tout cas, c'est ce qui termine les panels du printemps 2023, mais vous aurez les informations pour ce qui est de l'automne prochain assez rapidement. S'il reste des questions dans la zone de clavardage, elles vous seront acheminées. Là, ça fait tout, Alain. Donc, on vous transmettra tout ça. On va suivre ce qui se passe aussi à Montréal en octobre prochain avec grand intérêt. Et moi, j'ai pris des petites notes pour des sujets éventuels de prochains panels. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser et ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, merci à vous deux. Merci à Sarah Delisle aussi. Merci à toute l'organisation qui est derrière parce qu'il y a des gens qui rétablissent des liens Internet, qui réparent une zone de clavardage, etc. Alors, on y est arrivé. Hugo, peut-être un mot en terminant. Il nous reste quelques minutes. Non, bien, merci Hélène, rapidement. Merci, ça fait tout. Merci Alain de votre présence. Également, je transmettrai aussi mes remerciements à Sarah directement. Puis comme tu l'as dit, Hélène, merci à toi pour cette animation, encore toujours excellente. Et il y a Marie-Julie et il y a les personnes de l'ombre, Brigitte et Christelle, qui travaillent d'arrache-pied derrière leur écran. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et comme Hélène l'a dit, on vous reviendra assez rapidement pour les prochains panels à l'automne prochain. Donc, d'ici là, bonne fin de journée. Alors, on nous dit au revoir du Mali, d'Haïti, etc. Merci tout le monde. Bonne soirée pour ceux qui sont déjà beaucoup plus tard qu'au Québec et bon après-midi à ceux qui sont ici autour. Merci, au plaisir. Au revoir.